En 1850, l'Europe vit sous le régime d'un équilibre fragile établi au Congrès de Vienne en 1815, après la chute de Napoléon. Les grandes puissances, Russie, Autriche, Prusse, Royaume-Uni et France, se surveillent mutuellement, chacune cherchant à consolider sa position sans déclencher une nouvelle conflagration générale. Sur le papier, la paix tient. Mais sous la surface, les tensions sont à vif. Il faut comprendre ce qu'est l'Europe en 1850. Le Congrès de Vienne a instauré ce que les diplomates appellent le concert des nations. Les grandes puissances sont censées régler leurs différends par la négociation, préserver l'équilibre territorial, étouffer les révolutions nationales et libérales qui menacent les trônes. Ce système a globalement fonctionné pendant 35 ans, même si des crises ont éclaté en 1830 et 1848. Mais 1848 a été un séisme. Des révolutions ont agité Paris, Vienne, Berlin, Budapest, Milan, Rome. L'ordre conservateur a tenu, de justesse, souvent au prix de répressions brutales. Tout le monde sent que le système est fragile et que la prochaine crise pourrait être fatale. La Russie du tsar Nicolas Ier est la puissance dominante du continent. Son armée est réputée invincible depuis les guerres napoléoniennes. Nicolas Ier se voit lui-même comme le gendarme de l'Europe, le garant de l'ordre conservateur contre les révolutions libérales qui agitent le continent depuis 1848. Il a envoyé ses troupes écraser le soulèvement hongrois en 1849 pour sauver le trône des Habsbourg, et il en tire une fierté immense. Dans son esprit, la Russie est intouchable. Face à elle, l'Empire ottoman se délite lentement. Ce vaste État qui, 3 siècles plus tôt, assiégeait Vienne et dominait la Méditerranée orientale, est désormais surnommé par Nicolas Ier lui-même le homme malade de l'Europe. L'armée ottomane est obsolète, son économie en ruine, ses provinces européennes agitées par des nationalismes naissants. La Russie observe ce déclin avec appétit. Si l'Empire ottoman s'effondre, qui héritera de Constantinople, des détroits du Bosphore et des Dardanelles? Qui obtiendra enfin un accès direct de la mer Noire à la Méditerranée? C'est la grande obsession de Nicolas Ier. Depuis Ivan le Terrible au XVIe siècle, le rêve russe de faire de Moscou la troisième Rome, héritière de Byzance, hante les tsars. Contrôler Constantinople, c'est contrôler le carrefour entre l'Europe et l'Asie. C'est sortir la Russie de son enclavement maritime chronique, ses ports de la Baltique gelants en hiver, ceux de la mer Noire bloqués par les traités. Le Royaume-Uni, de son côté, ne peut pas laisser la Russie s'emparer de ce pivot stratégique. Londres contrôle les routes maritimes mondiales, ses intérêts commerciaux et militaires passent par la Méditerranée vers les Indes. Une Russie installée à Constantinople briserait cet équilibre. Les Britanniques préfèrent donc maintenir un empire ottoman affaibli mais existant, qu'ils peuvent influencer et protéger à leur guise. Quant à la France de Napoléon III, elle est dans une position singulière. Louis-Napoléon Bonaparte a pris le pouvoir lors d'un coup d'État le 2 décembre 1851. Un an plus tard, il se proclame Napoléon III, empereur des Français. Son régime manque de légitimité sur la scène européenne. Les autres monarques le regardent de travers. Souvenir de son oncle oblige. Il a besoin d'une victoire militaire, d'un succès diplomatique qui effacerait l'humiliation de 1815 et placerait la France au centre du jeu européen. C'est dans ce contexte que s'allume la mèche, là où on l'attendrait le moins, dans les ruelles de Jérusalem, autour d'une querelle de moines. Au début des années 1850, une dispute éclate entre moines catholiques et moines orthodoxes à Jérusalem et à Bethléem. La question est simple en apparence. Qui a le droit de garder les clés de la basilique de la Nativité et d'entretenir les lieux saints en Terre sainte, territoire appartenant à l'Empire ottoman? Depuis le XVIIIe siècle, la France avait obtenu des sultans le droit de protéger les catholiques en terre ottomane, une prérogative inscrite dans des traités appelés les capitulations. Mais au fil du temps, les moines orthodoxes, soutenus par la Russie, avaient progressivement pris le dessus sur place. En 1757, les Grecs orthodoxes avaient obtenu l'éviction des religieux latins des lieux saints, et en 1808, les Russes avaient consolidé leur droit de protection sur l'ensemble des populations chrétiennes orthodoxes de l'Empire ottoman. Louis-Napoléon Bonaparte, arrivé au pouvoir grâce au soutien des milieux catholiques français, décide de renverser la situation. En 1850,
il réclame le respect des anciens droits français sur les lieux saints. Pour appuyer sa demande, il envoie en novembre 1852 un navire de ligne, le Charlemagne, à Constantinople, en violation des traités en vigueur, pour montrer au sultan qu'il est sérieux. Le sultan, sous pression française, rend aux catholiques les clés de la basilique de la Nativité. Nicolas Ier entre alors dans une colère froide. Il se considère comme le protecteur naturel de tous les chrétiens orthodoxes de l'Empire ottoman, environ 12 millions de personnes, et cette décision du sultan représente à ses yeux une humiliation directe. Il mobilise plus de 100 000 hommes en Bessarabie, aux frontières de l'Empire ottoman, et envoie en février 1853 à Constantinople un émissaire d'un genre particulier, le général Menchikov. Menchikov n'est pas envoyé pour négocier, il est envoyé pour intimider. Son comportement à Constantinople est délibérément irrespectueux. Il refuse les courtoisies diplomatiques élémentaires, traite les officiels ottomans avec arrogance et pose des conditions impossibles. Le sultan doit non seulement régler la question des lieux saints en faveur des orthodoxes, mais surtout signer un nouveau traité accordant à la Russie un protectorat officiel sur toutes les populations orthodoxes de l'Empire. En pratique, cela aurait transformé les provinces balkaniques ottomanes en protectorat russe de facto, privant Constantinople de toute souveraineté réelle sur une grande partie de son territoire. Menchikov va si loin dans l'arrogance que les diplomates en poste à Constantinople sont sidérés. Il reçoit les ministres ottomans debout, sans les saluer, leur parle sur un ton qui n'est même pas celui qu'on adopte avec des subalternes, mais avec des vaincus. L'ambassadeur britannique Stratford de Redcliffe, qui jouit d'une influence immense à la cour ottomane après des décennies passées à Constantinople, conseille au sultan de tenir bon. Nicolas Ier a commis l'erreur de sous-estimer la résistance des Ottomans et la solidarité des grandes puissances qui ne veulent pas le voir s'imposer comme protecteur de millions de sujets d'un État souverain. Le sultan Abdul-Medjid Ier, soutenu par les ambassadeurs français et britanniques, rejette ces exigences. En juillet 1853, les troupes russes franchissent le Prout et envahissent la Moldavie et la Valachie, deux principautés vassales de l'Empire ottoman situées sur le territoire de l'actuelle Roumanie. Nicolas Ier justifie cette invasion comme une mesure de pression temporaire, affirmant qu'il ne cherche pas la guerre, mais simplement à forcer le sultan à céder. Il est persuadé que les Britanniques et les Français ne bougeront pas. C'est le calcul le plus catastrophique de son règne. Le 4 octobre 1853, l'Empire ottoman déclare la guerre à la Russie. Les combats commencent sur deux fronts, dans les Balkans, le long du Danube, et en Anatolie orientale, dans le Caucase. Les armées ottomanes se battent mieux que ne l'anticipait Saint-Pétersbourg, notamment sur le Danube, où elles harcèlent constamment l'occupant russe. Mais le 30 novembre 1853, la marine russe frappe un coup décisif. Dans le port de Sinope, sur la côte anatolienne de la mer Noire, la flotte ottomane de l'amiral Osman Pacha est prise par surprise par les navires russes de l'amiral Nakhimov. En quelques heures, la bataille est terminée. 7 frégates et 3 corvettes ottomanes sont coulées, 3000 hommes tués. La flotte russe, équipée de canons à obus explosifs, une innovation militaire redoutable, ne perd pas un seul bâtiment. La nouvelle de Sinope provoque une onde de choc à Londres et Paris. Les journaux britanniques qualifient l'affaire de boucherie et de massacre. Les opinions publiques s'enflamment contre la Russie. Pour les dirigeants français et britanniques, il est désormais évident que si rien n'est fait, la Russie va progressivement démanteler l'Empire ottoman, s'emparer des détroits et établir sa domination sur la Méditerranée orientale. En janvier 1854, les flottes franco-britanniques pénètrent en mer Noire. Nicolas Ier reçoit un ultimatum lui sommant d'évacuer la Moldavie et la Valachie. Il refuse. Le 27 mars 1854, la France et le Royaume-Uni déclarent officiellement la guerre à la Russie. C'est un renversement d'alliance stupéfiant. La France et l'Angleterre, qui s'étaient combattues sans relâche pendant 7 siècles, Azincourt, Trafalgar, Waterloo, se retrouvent alliés pour la première fois depuis le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri de Plantagenet, 7 siècles plus tôt. Napoléon III a réussi à s'associer avec la puissance qu'il cherchait à séduire depuis son arrivée au pouvoir. Pour l'opinion publique britannique, qui regardait avec méfiance ce neveu de Napoléon arrivé au pouvoir par un coup d'État,
C'est une pilule difficile à avaler, mais la menace russe est jugée plus dangereuse. Mais Nicolas Ier fait une erreur supplémentaire. Il pense que l'Autriche, qui l'a sauvé de la révolution hongroise en 1849, va au minimum rester neutre et lui permettre de concentrer ses forces. Or, l'Autriche, inquiète de la présence russe dans les Balkans, une région qu'elle considère comme sa chasse gardée, refuse de s'engager à ses côtés. Elle occupe même la Moldavie et la Valachie dès que les troupes russes en sont chassées, afin d'éviter leur retour. La Russie se retrouve isolée contre une coalition qui grossit encore en janvier 1855, avec l'entrée en guerre du royaume de Piémont-Sardaigne. Cavour, le premier ministre piémontais, envoie 15 000 soldats combattre en Crimée pour une raison purement politique. Il veut placer la question de l'unité italienne à l'agenda des grandes puissances. En siégeant à la table des vainqueurs, le Piémont pourra revendiquer le soutien de la France et de l'Angleterre contre l'Autriche, obstacle principal à l'unification italienne. C'est un pari sur l'avenir et il se révélera gagnant. L'objectif des Alliés est clair dès le départ: détruire Sébastopol, la grande base navale russe en Crimée. C'est là que se trouve la flotte russe de la mer Noire, celle qui a anéanti les Ottomans à Sinope. Tant que Sébastopol existe, la Russie tient la mer Noire. Il faut la raser. Le 14 septembre 1854, un corps expéditionnaire franco-britannique débarque à Eupatoria, sur la côte ouest de la péninsule de Crimée, à 60 km au nord de Sébastopol. L'opération rassemble environ 60 000 hommes, 30 000 Français sous le commandement du général Saint-Arnaud, 27 000 Britanniques dirigés par Lord Raglan et 5 000 Ottomans. Saint-Arnaud est déjà mourant du choléra au moment du débarquement. Il décédera moins de 2 semaines plus tard. Le 20 septembre 1854, 6 jours après leur débarquement, les Alliés rencontrent la première résistance sérieuse sur les hauteurs dominant la rivière Alma. 38 000 soldats russes du prince Menchikov, oui, le même qui avait humilié les Ottomans l'année précédente, occupent les collines surplombant le fleuve. Leur position semble imprenable. La bataille de l'Alma dure moins de 4 heures. Les zouaves français, ces fantassins d'élite venus d'Algérie, aguerris au combat dans les terrains difficiles, escaladent les falaises au centre et délogent les Russes de leur position côtière. Simultanément, les Britanniques traversent l'Alma sous le feu et gravissent les pentes du côté droit. Les Russes cèdent et se replient en désordre vers Sébastopol. Le bilan est lourd. 5 700 soldats russes tués ou blessés contre 2 000 côté britannique et 1 340 côté français, plus 500 Ottomans. C'est une victoire nette pour les Alliés et elle ouvre la route vers Sébastopol. Mais là commence une série de décisions militaires catastrophiques qui vont transformer une victoire rapide anticipée en un siège de 11 mois. Après l'Alma, les généraux alliés hésitent. Au lieu d'attaquer immédiatement Sébastopol depuis le nord, là où la ville est la plus vulnérable, ils décident de la contourner par le sud pour établir leur base d'approvisionnement dans les ports de Balaklava pour les Britanniques et de Kamièche pour les Français. Ce mouvement donne aux défenseurs russes 2 semaines précieuses pour renforcer leurs fortifications. L'ingénieur militaire russe Franz Eduard Ivanovitch Totleben, l'un des génies de la défense dans l'histoire militaire, profite de ce délai pour transformer Sébastopol en forteresse imprenable. Il mobilise tout ce qu'il peut trouver: soldats, marins, civils, femmes, enfants, prisonniers. Des kilomètres de tranchées sont creusés, des bastions érigés, des batteries installées. Les canons récupérés sur les navires de la flotte russe que les amiraux ont eux-mêmes coulés pour bloquer l'entrée du port sont montés sur les remparts. Quand les Alliés arrivent devant la ville, le 27 septembre 1854, ils trouvent un système défensif que personne n'avait anticipé. Le 25 octobre 1854, alors que le siège de Sébastopol vient à peine de commencer, les Russes lancent une contre-attaque massive visant à couper la ligne d'approvisionnement britannique entre le port de Balaklava et les tranchées. 25 000 hommes commandés par le général Liprandi s'avancent dans la plaine au sud-est de Sébastopol. La journée commence bien pour les Russes. Ils s'emparent rapidement de plusieurs redoutes tenues par des soldats ottomans sur les hauteurs. Puis ils se trouvent face au 93e régiment d'Highlanders écossais de Sir Colin Campbell, à peine 550 hommes disposés en une mince ligne rouge sur une colline.
Contre toute logique, ces fantassins repoussent la cavalerie russe à 2 reprises. L'épisode entrera dans la légende sous le nom de « la fine ligne rouge ». Mais la journée réserve encore son moment le plus spectaculaire et le plus absurde. Le commandant britannique Lord Raglan, depuis sa position élevée qui lui donne une vision d'ensemble du champ de bataille, voit les Russes emporter les canons capturés sur les redoutes ottomanes. Il donne l'ordre à la cavalerie légère de les empêcher de partir. L'ordre, rédigé en termes vagues et transmis par un officier mal informé, arrive à Lord Cardigan d'une façon entièrement différente de ce qu'avait voulu Raglan. Cardigan comprend qu'on lui ordonne de charger. L'artillerie russe principale, installée au fond d'une vallée encaissée, flanquée de batteries sur les collines des 2 côtés. Ses officiers tentent de lui expliquer que c'est une mission suicidaire. Il répond qu'il obéit aux ordres. À 11 heures du matin, il rassemble ses 673 lanciers de la brigade légère, la fine fleur de l'aristocratie britannique, tous formés à la célèbre académie militaire de Sandhurst, et donne le signal de la charge. Pendant la première moitié du parcours, la brigade légère avance au galop dans un silence stupéfait. Les Russes n'en croient pas leurs yeux. Puis les batteries ouvrent le feu de face, de droite, de gauche. Les hommes tombent par dizaines. Les chevaux s'effondrent. Ceux qui survivent atteignent les canons russes, sabrent les servants, mais doivent immédiatement rebrousser chemin sous la contre-attaque des lanciers russes et de l'infanterie. 23 minutes après le début de la charge, la brigade légère laisse sur le terrain 118 morts, 127 blessés et 362 chevaux. Sur 673 hommes engagés, à peine 195 rentrent en ayant encore leur monture. La brigade légère est anéantie comme force combattante. Elle ne sera sauvée de la destruction totale que par l'intervention in extremis du 4e régiment français de chasseurs d'Afrique, qui charge les batteries russes sur les hauteurs pour couvrir la retraite. Le général français Pierre Bosquet, qui observe la scène depuis les collines, prononce la phrase qui résumera cet épisode pour l'éternité. C'est magnifique, mais ce n'est pas la guerre. À Londres, la nouvelle suscite une vague d'indignation. Le poète Alfred Tennyson lit le récit de la bataille dans le Times et écrit en quelques minutes son poème « The Charge of the Light Brigade », publié le 9 décembre 1854 et immédiatement distribué aux soldats en Crimée sous forme de pamphlets. L'épisode hante la mémoire militaire britannique jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est particulièrement frappant dans la charge de la brigade légère, c'est la façon dont elle illustre l'inadéquation fondamentale entre les conceptions militaires héritées du XVIIIe siècle et les réalités du champ de bataille moderne. Lord Cardigan n'est pas un incapable, il conduit lui-même sa brigade au feu avec un courage personnel indéniable. Lord Raglan n'est pas non plus un imbécile, il a une vision correcte de la situation depuis sa position élevée. C'est le système de communication, la chaîne de commandement, la transmission des ordres dans le feu de l'action qui échoue. C'est exactement la même chose qui tuera des millions d'hommes en 1914, quand des généraux donneront des ordres depuis des châteaux à des soldats qui mourront à des kilomètres de là. Ce que l'épisode de Balaklava révèle également, c'est la nature de classe de l'armée britannique de l'époque. La brigade légère était composée d'aristocrates, des hommes qui avaient acheté leur grade et leur équipement, formés à Sandhurst, pour qui la guerre était encore une affaire d'honneur chevaleresque. Face à des canons modernes et à des fusils rayés, le courage individuel et le panache ne suffisent plus. Cette leçon sera durement apprise, et pas seulement par les Britanniques. Ce qui rend l'épisode de Balaklava encore plus saisissant, c'est que la bataille dans son ensemble ne change rien. Les Russes n'ont pas réussi à couper la ligne d'approvisionnement britannique. Les Alliés n'ont pas percé non plus. 11 jours plus tard, le 5 novembre 1854, les Russes tentent une nouvelle percée à Inkerman, dans les brouillards de l'aube. La bataille est d'une brutalité extrême, au corps à corps dans les buissons, avec des pertes énormes des 2 côtés. Les Russes sont repoussés. Le front se fige. Ce que personne n'avait prévu, c'est que la guerre de Crimée allait inventer la guerre du XXe siècle 60 ans avant son heure. Les tranchées, les barbelés, les bombardements incessants, les maladies qui déciment les armées, tout ce que les historiens associent généralement à la Première Guerre mondiale est déjà là, devant Sébastopol, entre 1854 et 1855. L'hiver 1854 à 1855
est catastrophique pour les Alliés. Une tempête d'une violence exceptionnelle dévaste le camp britannique le 14 novembre 1854, coulant plusieurs navires, dont le steamer Prince, qui transportait les uniformes d'hiver pour toute l'armée. Des soldats dorment dans la boue sans couverture, sans nourriture chaude, sans soins médicaux décents. Le choléra, qui avait déjà frappé pendant le débarquement, reprend de plus belle. Le typhus s'y ajoute. Les statistiques sont accablantes. Côté britannique, sur les 22 000 morts que comptera la guerre, à peine 4 500 tombent au combat. Les 17 500 autres meurent de maladie. Le ratio est similaire du côté français. Sur 95 000 pertes françaises, les 3/4 succombent au choléra, au typhus, à la dysenterie, aux mauvaises conditions sanitaires. Les Russes, malgré leur défense acharnée de Sébastopol, perdent environ 450 000 hommes au total, dont la majorité également à cause des maladies et de l'épuisement. C'est dans ce contexte d'horreur sanitaire qu'émerge l'une des figures les plus importantes de l'histoire médicale, Florence Nightingale. Cette Britannique de 34 ans, issue d'une famille aristocratique, refuse le destin bourgeois qu'on lui réserve et se forme aux soins infirmiers contre la volonté de ses parents. Quand la guerre éclate, le secrétaire d'État britannique à la guerre Sidney Herbert l'envoie à Scutari, dans les faubourgs de Constantinople où se trouvent les hôpitaux militaires britanniques. Ce qu'elle découvre à son arrivée en novembre 1854 la révulse. L'hôpital de Scutari est un enfer, des soldats entassés par milliers dans des salles sans ventilation, des rats courant sur les blessés, pas de draps propres, pas de médicaments, des chirurgiens qui opèrent sans se laver les mains entre deux patients. Le taux de mortalité dépasse 40% pour les blessés hospitalisés, non pas à cause de leurs blessures, mais à cause des infections contractées à l'hôpital. Nightingale impose une révolution. Elle réorganise entièrement les services de soins, exige que les salles soient nettoyées, que les draps soient lavés, que la nourriture soit préparée correctement, qu'il y ait de l'eau propre. Elle engage des cuisiniers, commande du matériel en direct depuis l'Angleterre, bypasse les bureaucraties militaires qui freinent ses initiatives. Quand les officiers de l'intendance refusent de lui remettre du matériel sans autorisation, elle paie de sa poche. Elle tient des statistiques détaillées qu'elle présente sous forme de graphiques circulaires innovants, inventant au passage une forme de visualisation des données que les statisticiens utilisent encore aujourd'hui. Ces graphiques démontrent que la majorité des soldats meurent non de leurs blessures, mais des infections contractées à l'hôpital, faute d'hygiène. En quelques mois, le taux de mortalité à Scutari chute de façon spectaculaire. Ses rondes nocturnes dans les salles, lampe à la main, lui valent le surnom de « Dame à la lampe » et font la une des journaux anglais. En 1855, un fonds Nightingale est lancé en Grande-Bretagne pour financer la formation des infirmières. L'argent afflue. À son retour en Angleterre en 1857, elle est une figure nationale. Son travail fonde la profession infirmière moderne et inaugure les premiers principes de l'épidémiologie statistique. Du côté russe, Sébastopol tient. Le colonel Tottleben, le génie des fortifications, continue de renforcer les défenses, bouchant les brèches ouvertes par les bombardements alliés, déplaçant les batteries, creusant de nouvelles contremines. Les défenseurs, soldats, marins, civils, font preuve d'un courage exceptionnel. Des femmes portent les munitions sous les bombes, des enfants servent de messagers entre les bastions. La population civile qui n'a pas fui vit sous les obus, dans des caves et des abris de fortune, partageant avec les soldats une résistance qui devient une légende nationale russe. Les Alliés bombardent la ville sans interruption, mais leurs assauts échouent les uns après les autres. Le bombardement massif d'octobre 1854, qui dure 5 jours consécutifs, avec des centaines de pièces d'artillerie tirant simultanément, cause des dégâts considérables mais ne suffit pas. Tottleben fait réparer les brèches de nuit, sous les étoiles, avec les moyens du bord. Le 18 juin 1855, anniversaire de Waterloo, date choisie par Lord Raglan pour son symbolisme, un assaut général franco-britannique contre les bastions est repoussé avec des pertes terribles, notamment devant le bastion de Malakoff, le point le plus élevé des défenses russes et la clé de toute la position. Raglan est brisé par cet échec. Il meurt 12 jours plus tard, officiellement de dysenterie, mais son entourage dit qu'il n'avait plus la volonté de vivre.
La guerre de tranchées qui s'étend autour de Sébastopol est une préfiguration si précise de la Première Guerre mondiale qu'elle en donne le vertige. Des kilomètres de tranchées parallèles, des sapes avancées, des combats de mines, chaque camp creuse des galeries sous les lignes adverses pour y placer des explosifs. Des mois passent, sans avancée notable. Les soldats s'insultent d'une tranchée à l'autre, parfois échangent des vivres contre du tabac. Et les obus pleuvent sans discontinuer, tuant autant par épuisement nerveux que par éclat. Le 2 mars 1855, Nicolas Ier meurt à Saint-Pétersbourg. Les circonstances de sa mort restent ambiguës. Pneumonie selon la version officielle, certains historiens évoquent un désespoir profond face à l'échec de sa politique, voire un suicide voilé. Ce qui est certain, c'est que le tsar qui avait lancé cette guerre avec la certitude de l'emporter rapidement meurt avant d'en voir la fin, humilié, voyant son empire perdre face à une coalition qu'il croyait impossible. Il a 58 ans. Son règne de 30 ans s'achève sur le constat amer d'avoir sous-estimé ses adversaires, surestimé sa propre armée et mal lu les équilibres diplomatiques européens qu'il croyait pourtant maîtriser. Son fils Alexandre II lui succède. C'est un homme différent. Là où Nicolas Ier était rigide, conservateur et refusait toute idée de réforme, Alexandre II est plus pragmatique et conscient que la Russie a un problème structurel profond. La guerre de Crimée le lui démontrera clairement. Le pays ne peut pas tenir tête à l'Europe occidentale avec une armée mal équipée, des soldats souvent illettrés, des généraux médiocres et une logistique catastrophique. Mais avant la paix, il reste la chute de Sébastopol. Les Français ont désormais un nouveau commandant en chef, le général Pélissier, qui remplace le prudent Canrobert en mai 1855. Pélissier est l'exact opposé de son prédécesseur. Offensif, brutal, convaincu qu'il faut en finir. Il reçoit de Napoléon III des télégrammes lui demandant de changer de stratégie et les ignore. Il continue la sienne. Sa stratégie est simple, s'emparer du bastion de Malakoff coûte que coûte. Cette redoute, construite sur un mamelon dominant toute la ville, est la clé de Sébastopol. Sans Malakoff, les défenseurs ne peuvent pas tenir. Pélissier prépare l'assaut avec une minutie que les Alliés n'avaient pas montrée jusqu'ici. Il détermine avec précision l'heure exacte à laquelle les Russes changent leur garde, midi, et fixe l'attaque à ce moment précis. Le 8 septembre 1855, à midi pile, les zouaves et les tirailleurs algériens français bondissent hors des tranchées et parcourent en courant les quelques dizaines de mètres qui les séparent du bastion de Malakoff. La surprise est totale. En quelques minutes, le général MacMahon et ses hommes s'emparent du bastion. MacMahon, interrogé par un aide de camp qui lui demande s'il peut tenir la position, répond avec la formule qui deviendra célèbre. « J'y suis, j'y reste ». Les Russes tentent de reprendre Malakoff pendant de longues heures, mais c'est trop tard. Avec la clé de leur défense entre les mains ennemies, les défenseurs de Sébastopol n'ont plus d'autre choix. Dans la nuit du 8 au 9 septembre 1855, ils font sauter ce qui reste de leur fortification et évacuent la ville par le pont flottant enjambant la baie. Sébastopol brûle. 322 jours après le début du siège, la ville tombe. Sur le plan humain, le bilan du siège est effroyable. Les deux camps ont souffert comme rarement dans l'histoire militaire européenne depuis les guerres napoléoniennes. Les Alliés comptent environ 120 000 morts pour la France et 22 000 pour le Royaume-Uni, dont, comme dit précédemment, la majorité à cause des maladies. Les Russes ont perdu quelques 450 000 hommes pendant toute la guerre, toutes causes confondues. Les combats ne s'arrêtent pas immédiatement après Sébastopol. Les Russes tiennent encore dans plusieurs secteurs et remportent même quelques succès en Anatolie orientale. Mais la situation d'ensemble est claire. La Russie a perdu et le nouveau tsar Alexandre II le sait. On oublie souvent que la guerre de Crimée n'est pas uniquement la guerre de Crimée. Les Alliés ont ouvert des fronts secondaires sur l'ensemble du pourtour russe, avec une stratégie de pression globale visant à étirer et épuiser l'adversaire. Cette dimension méconnue du conflit est pourtant essentielle pour comprendre son ampleur réelle. En mer Baltique, une flotte franco-britannique opère pendant les deux étés 1854 et 1855, bombardant des forts côtiers, bloquant les ports russes et semant l'inquiétude jusqu'aux abords de Saint-Pétersbourg.
L'opération force la Russie à maintenir sur place 30 000 soldats et une flotte entière qui ne peuvent aller renforcer la Crimée. En mer Blanche, au nord de la Russie, des navires alliés bombardent le monastère fortifié de Solovetsky, un épisode surréaliste où des torpilles modernes sont tirées sur une citadelle monastique médiévale. Dans l'océan Pacifique, une escadre franco-britannique tente en août 1854 de s'emparer de Petropavlovsk-Kamtchatka sur la péninsule du Kamtchatka. 2 navires alliés contre une garnison d'à peine 200 soldats russes. Les Alliés lancent 2 assauts successifs, perdent 500 hommes et doivent battre en retraite, l'une des humiliations militaires les moins connues de la guerre. Dans le Caucase, les combats sont d'une nature différente. La Russie mène depuis 1817 une guerre de conquête coloniale contre les tribus montagnardes du Caucase, notamment les Tchétchènes, regroupés autour de l'imam Chamil. Les Britanniques approvisionnent discrètement ces tribus en armes depuis 1853, espérant maintenir la Russie dans cet engrenage épuisant. Chamil finira par se rendre aux Russes en 1859, après que la fin de la guerre de Crimée les aura libérés de la pression sur leur flanc nord. Tous ces fronts secondaires illustrent une réalité que les historiens soulignent. La guerre de Crimée est en réalité la première guerre véritablement mondiale de l'ère moderne, combattue sur 3 océans et plusieurs continents, même si son épicentre et son destin se jouent bien en Crimée, devant les murs de Sébastopol. La guerre de Crimée est souvent qualifiée de première guerre moderne, et ce n'est pas exagéré. Elle introduit ou généralise un nombre impressionnant de technologies et de pratiques qui vont définir la guerre pour les 150 années suivantes. Les bateaux à vapeur transforment la logistique militaire. Pour la première fois dans l'histoire, des troupes et des matériels sont acheminés rapidement par mer à des milliers de kilomètres de leur point de départ. Les Alliés déploient des dizaines de steamers pour ravitailler leurs armées, créant la première logistique militaire industrielle de l'histoire. Le télégraphe électrique fait son apparition sur un champ de bataille. Des câbles sont posés entre l'Angleterre et la Crimée, permettant à des journalistes comme William Howard Russell du Times de transmettre leurs reportages à Londres en quelques heures. C'est la naissance du journalisme de guerre moderne et de la pression de l'opinion publique sur les décisions militaires. Quand Russell décrit les conditions horribles dans lesquelles vivent les soldats britanniques, ses articles provoquent un scandale à Westminster et forcent le gouvernement à agir. La photographie fait ses premières armes en temps de guerre. Roger Fenton, envoyé par le gouvernement britannique pour produire des images rassurantes du conflit, crée les premiers reportages photographiques de l'histoire militaire. Ces images, qui montrent délibérément peu de cadavres, pour ne pas choquer l'opinion, inaugurent néanmoins le genre du photojournalisme de guerre. Sur le plan strictement militaire, les fusils à canon rayés remplacent massivement les mousquets à canon lisse. La portée et la précision du tir sont multipliées, transformant radicalement les règles du combat. Une infanterie équipée de fusils rayés peut toucher un ennemi à 600 mètres contre 150 pour un mousquet. Les tactiques héritées des guerres napoléoniennes, colonnes d'attaque au pas de charge, deviennent des missions suicidaires face à ces nouvelles armes. Les soldats doivent apprendre à se battre derrière des couverts, à utiliser le terrain, à creuser des tranchées. C'est exactement ce que feront leurs descendants en 1914. Les premières mitrailleuses font leur apparition. Le mitrailleur Montigny, mis au point par un ingénieur belge, est testé pendant ce conflit. Les mines marines et les torpilles sont utilisées pour la première fois de façon significative en mer Baltique. L'anesthésie générale au chloroforme est utilisée en chirurgie de campagne, révolutionnant la médecine militaire, même si les conditions sanitaires désastreuses annulent largement ce progrès. Le chemin de fer, enfin, est utilisé pour acheminer des approvisionnements jusqu'au front. Les Britanniques construisent en Crimée une ligne de chemin de fer de 40 km entre Balaklava et les tranchées devant Sébastopol, la première ligne ferroviaire militaire de l'histoire. Les Français font de même. Cette capacité à acheminer rapidement des tonnes de munitions, de nourriture et de matériel change fondamentalement l'économie d'un siège. Il y a aussi une dimension psychologique et médiatique entièrement nouvelle. Le télégraphe ne sert pas seulement aux militaires. Les journalistes l'utilisent pour envoyer leurs dépêches en quelques heures. Quand William Howard Russell du Times décrit comment les soldats britanniques meurent de froid et de faim, faute de vêtements d'hiver et de ravitaillement,
Ces articles provoquent un scandale parlementaire qui renverse le gouvernement de Lord Aberdeen en janvier 1855. C'est la première fois dans l'histoire qu'un reportage de guerre contribue directement à la chute d'un gouvernement. Le cabinet qui lui succède, dirigé par Lord Palmerston, impose une réforme totale de l'organisation militaire et de la logistique. La guerre de Crimée est ainsi la première guerre où l'opinion publique, informée en temps presque réel, influe directement sur les décisions stratégiques. Tout cela explique pourquoi les historiens militaires considèrent la guerre de Crimée comme le laboratoire de la modernité guerrière. Les leçons tirées de ce conflit et les erreurs commises auront des répercussions directes sur la façon dont les armées européennes se préparent pour les décennies suivantes, jusqu'à la catastrophe de 1914. Les pourparlers de paix s'ouvrent à Paris le 25 février 1856 et aboutissent à la signature du traité le 30 mars. Pour la première fois depuis 1815, les grandes puissances européennes se réunissent à Paris, et non à Vienne, à Berlin ou à Saint-Pétersbourg. C'est déjà en soi une déclaration sur qui domine le jeu diplomatique européen. Le traité est une humiliation pour la Russie. Nicolas Ier ne l'a pas vu, il est mort 1 an plus tôt, mais Alexandre II doit en signer toutes les clauses. La Russie est contrainte d'évacuer tous les territoires conquis. La mer Noire est neutralisée. Aucune puissance ne peut y maintenir de flotte de guerre ni de base navale militaire, ce qui prive la Russie de tout débouché militaire naval dans cette zone. La liberté de navigation sur le Danube est garantie par une commission internationale. La Moldavie et la Valachie obtiennent leur autonomie sous garantie collective des puissances. Elles fusionneront en 1862 pour donner naissance à la Roumanie. L'Empire ottoman est officiellement reconnu comme membre du Concert des Nations européennes et placé sous la garantie collective des grandes puissances. En contrepartie, le sultan s'engage à mener des réformes politiques et à améliorer le sort des populations chrétiennes de son empire. C'est une victoire sur le papier. L'intégrité ottomane est préservée, mais aussi une pression constante sur Constantinople pour moderniser ses institutions. Pour la France, le traité est un triomphe. Napoléon III reçoit à Paris les délégués des grandes puissances, arbitre les négociations, obtient que la question des nationalités soit posée officiellement pour la première fois dans un congrès européen. Le souvenir de la honte de 1815, quand la France vaincue avait été exclue des grandes décisions, est effacé. L'Empire français est de retour au premier rang des affaires du monde. Napoléon III est à l'apogée de sa gloire. Son fils naît le 16 mars 1856, en plein congrès de paix, et l'Europe entière le félicite. Ce triomphe français a une traduction concrète dans le paysage parisien. Le pont de l'Alma, inauguré en 1856 pour l'Exposition universelle, est nommé en honneur de la première victoire alliée en Crimée. Ces piles sont décorées de statues représentant les 4 régiments qui s'y sont illustrés. Un zouave, un grenadier, un chasseur à pied, un artilleur. Après la réfection du pont dans les années 1970, seul le zouave subsiste. Parisien de naissance, il est devenu un repère hydraulique. Quand il a les pieds dans l'eau, la Seine est en crue. Pour le Royaume-Uni, la victoire est plus ambivalente. Les objectifs stratégiques sont atteints. La Russie est repoussée des Balkans. Les détroits restent hors de sa portée. Mais la conduite de la guerre a été catastrophique. Lord Raglan, responsable des désastres militaires britanniques, meurt en Crimée en juin 1855, épuisé et brisé par les critiques. La presse, les reportages de Russell dans le Times, les témoignages des soldats, tout cela a mis en lumière l'incompétence de l'état-major britannique et l'abandon des soldats ordinaires. Le scandale provoque des réformes militaires profondes qui transforment l'armée britannique dans les décennies suivantes. Pour l'Autriche, le traité est une catastrophe silencieuse. En refusant de soutenir la Russie, son allié naturel depuis 1815, tout en refusant de rejoindre les alliés franco-britanniques, elle s'est aliénée tout le monde. La Russie lui en gardera une rancune durable. La France et le Royaume-Uni la regardent avec méfiance. Isolée diplomatiquement, l'Autriche sera incapable d'empêcher l'unification italienne en 1859, ni l'unification allemande en 1866, 2 processus qui se font directement à ses dépens. La guerre de Crimée marque le début du déclin de la puissance habsbourgeoise.
Et le Piémont-Sardaigne? Cavour a joué et gagné. En siégeant à Paris comme puissance victorieuse, il a pu poser officiellement la question de l'unité italienne devant les grandes puissances. La France de Napoléon III, qui lui doit une partie de la victoire militaire, lui promet son soutien. 3 ans plus tard, en 1859, la guerre franco-autrichienne d'Italie commence. En 1861, le royaume d'Italie est proclamé. Sans la guerre de Crimée, sans les 15 000 soldats piémontais qui ont combattu à Tchernaïa et dans les tranchées de Sébastopol, l'unité italienne aurait été, au mieux, retardée de plusieurs années. La guerre de Crimée agit sur la Russie comme un électrochoc. Alexandre II hérite d'un empire qui vient d'être battu par une coalition technologiquement et logistiquement supérieure, malgré sa supériorité numérique et l'héroïsme de ses soldats. Le diagnostic est brutal, la Russie est un géant aux pieds d'argile, son économie est archaïque, son armée mal équipée, son réseau de transport inexistant. Pendant la guerre, des soldats russes ont marché à pied depuis Moscou pour rejoindre la Crimée parce qu'il n'existait pas de voie ferrée suffisamment développée. Alexandre II tire les conséquences. Le 19 février 1861, 5 ans après la signature du traité de Paris, il promulgue le décret abolissant le servage. 23 millions de serfs russes sont libérés de leurs conditions de quasi-esclaves, attachés à la terre de leur seigneur. C'est la réforme la plus importante de l'histoire russe du XIXe siècle, souvent comparée à l'abolition de l'esclavage aux États-Unis la même année. Alexandre II ne s'arrête pas là. En 1864, il crée les Zemstvo, des assemblées locales élues, inaugurant une timide forme de démocratie locale dans un système politique qui ne connaissait que le pouvoir autocratique. La même année, une réforme judiciaire profonde installe des tribunaux indépendants, des jurys populaires, la publicité des débats, des principes importés de l'Europe libérale. En 1874, il instaure le service militaire obligatoire et universel, remplaçant l'ancienne armée composée de serfs enrôlés à vie par une force nationale moderne. Ces réformes font d'Alexandre II le tsar libérateur dans la mémoire historique russe. Mais elles ont une limite. Elles ne touchent pas au régime politique lui-même. La Russie reste une autocratie absolue. Alexandre II refuse d'aller plus loin, craignant de perdre le contrôle. Ce refus génère une frustration croissante parmi les intellectuels et les révolutionnaires russes, une frustration qui aboutira à son assassinat par un groupe terroriste en 1881. La modernisation militaire est également au programme. Alexandre II réorganise entièrement l'armée. Service militaire obligatoire universel en 1874, tout homme, quelle que soit son origine sociale, peut être appelé, réduction de la durée du service, modernisation de l'équipement, réforme des académies militaires. La Russie construit enfin un réseau ferroviaire digne de ce nom, tirant la leçon du chaos logistique qu'il avait condamné pendant la guerre. Des milliers de kilomètres de voies sont posées dans les années 1860 et 1870, reliant enfin les centres de population aux frontières. La défaite de Crimée crée aussi quelque chose d'autre en Russie. Un sentiment de ressentiment profond contre l'Occident, une conviction que les puissances européennes cherchent à humilier et à contenir la Russie plutôt qu'à la traiter en égal. Ce sentiment, nourri pendant les décennies suivantes, alimente les courants nationalistes et panslavistes qui poussent la Russie vers une politique étrangère de plus en plus agressive dans les Balkans, une politique qui, conjuguée aux rivalités des autres grandes puissances, conduira directement à la Première Guerre mondiale en 1914. La guerre de Crimée est oubliée parce qu'elle est coincée entre 2 événements plus spectaculaires dans la mémoire collective, les guerres napoléoniennes qui la précèdent et la Première Guerre mondiale qui la suit. Elle n'a pas la grandeur épique de Waterloo, ni l'horreur industrielle de Verdun. Ses héros sont moins connus, MacMahon, Todleben, Nakhimov, que ses grandes voisines dans le panthéon historique. Et pourtant, si l'on retire la guerre de Crimée de l'histoire, l'Europe de 1914 n'est plus la même. Sans elle, l'équilibre du Congrès de Vienne aurait peut-être tenu quelques décennies supplémentaires. La Russie n'aurait pas été poussée à se réformer aussi rapidement. L'Italie n'aurait pas été unifiée au même moment. Les alliances diplomatiques qui mèneront à la Grande Guerre n'auraient pas pris la même forme. Sur le plan strictement militaire, les commandants de 1914 sont des hommes formés dans les académies militaires des années 1870 et 1880,
par des officiers qui ont étudié la guerre de Crimée comme le modèle de la guerre moderne. Les tranchées de Crimée préfigurent celles de la Somme. Les bombardements incessants de Sébastopol annoncent les préparations d'artillerie de 1916. L'incompétence des états-majors devant Sébastopol est la même que celle qui enverra des millions d'hommes à la mort en Flandre 60 ans plus tard. Florence Nightingale, elle, a changé la médecine et la santé publique de façon permanente. La profession infirmière existe parce qu'elle a démontré son utilité à Scutari. Les principes de statistique médicale qu'elle a développés pour analyser les causes de mortalité à l'hôpital préfigurent l'épidémiologie moderne. L'idée qu'un État a une responsabilité envers la santé de ses soldats, et par extension de ses citoyens, prend racine pendant ce conflit. La Croix-Rouge internationale naît en partie de la guerre de Crimée. En 1863, Henri Dunant fonde à Genève le Comité international de la Croix-Rouge, directement inspiré par ce qu'il avait vu à la bataille de Solferino en 1859, une bataille qui n'aurait probablement pas eu lieu sans la chaîne d'événements déclenchés par le traité de Paris de 1856 et la politique de Napoléon III envers l'Italie. La médaille Florence Nightingale, créée en 1907 par la Croix-Rouge pour honorer les infirmières exceptionnelles, porte le nom de celle qui avait refusé la collaboration internationale avec Dunant, mais dont l'œuvre reste indissociable de la naissance de l'humanitaire moderne. Le fil est direct, des tranchées de Crimée aux conventions de Genève qui protègent aujourd'hui les victimes des conflits armés. La péninsule de Crimée elle-même reste au cœur de la géopolitique mondiale jusqu'à aujourd'hui. En 1942, les nazis s'y battent pendant des mois pour s'emparer de Sébastopol, répétant dans un contexte autrement plus meurtrier le siège de 1854 à 1855. En 2014, la Russie annexe la Crimée à l'Ukraine, invoquant les mêmes arguments que Nicolas Ier en 1853. La protection des populations russophones, la nécessité d'un accès à la mer Noire, la sécurité de Sébastopol. Les historiens qui observent ces événements ont le sentiment vertigineux d'assister à une répétition. En 2022, la Russie lance une invasion à grande échelle de l'Ukraine et Sébastopol redevient un enjeu stratégique central. La flotte de la mer Noire, stationnée dans ce même port que les Alliés de 1854 tentèrent de détruire, est ciblée par les forces ukrainiennes. L'histoire tourne en cercle que personne ne semble avoir rompu. Les mêmes questions géopolitiques: qui contrôle la mer Noire? Qui protège les populations russophones des Balkans? Où s'arrête la Russie et où commence l'Europe? Qui agitait les cabinets diplomatiques en 1853 restent sans réponse définitive 170 ans plus tard. Le cardigan que vous portez peut-être en ce moment porte le nom de Lord Cardigan, qui commanda la brigade légère à Balaklava. La manche raglan de votre manteau est nommée d'après Lord Raglan, qui perdit son bras à Waterloo et mourut en Crimée. Le pullover balaclave, ce passe-montagne utilisé par les skieurs et les militaires, vient directement du port de Balaklava, où les soldats britanniques tentèrent de se protéger du froid. Sans le savoir, nous portons sur nous les traces d'une guerre oubliée. Le pont de l'Alma, à Paris, reconstruit en 1974, garde le souvenir de la première grande victoire alliée en Crimée. Le zouave sculpté sur l'une de ses piles sert depuis lors de jauge des crues de la Seine. Quand il a les pieds dans l'eau, Paris est en alerte. Un soldat d'une guerre oubliée, veillant silencieusement sur une capitale qui a oublié son nom. En France, la mémoire de la guerre de Crimée a été effacée par la Troisième République, qui s'est fondée sur la honte de la défaite de 1870 contre la Prusse et sur une allergie profonde à tout ce qui rappelait le Second Empire. Les victoires de Napoléon III gênaient une république qui construisait son identité contre l'Empire. On a préféré oublier plutôt que célébrer. C'est cette amnésie qui rend la guerre de Crimée si étrange dans notre mémoire collective, une guerre qui a changé l'Europe, engendré la Roumanie, accéléré l'unification italienne, provoqué l'abolition du servage en Russie, inventé la profession infirmière, préfiguré les tranchées de 1914 et dont on ne se souvient guère que d'une charge de cavalerie ratée et d'une femme qui se promenait la nuit avec une lampe. Pourtant, tout est parti de là, d'une dispute sur des clés d'église à Bethléem entre des moines qui se détestaient dans un empire qui s'effondrait lentement, et un tsar qui pensait avoir le monde à ses pieds
a lancé une guerre qu'il pensait gagner en quelques semaines pour déclencher une avalanche qui a redessiné le visage de l'Europe pendant les 100 années suivantes. Ce que la guerre de Crimée nous enseigne, finalement, c'est que les grandes catastrophes de l'histoire surgissent rarement là où on les attend. Nicolas Ier croyait intimider le sultan avec quelques régiments et une diplomatie agressive. Il a déclenché une coalition internationale, perdu la guerre, humilié son empire et précipité malgré lui une série de transformations. L'abolition du servage, l'unification italienne, la déstabilisation de l'équilibre européen, dont les effets courent jusqu'à la Grande Guerre et au-delà. C'est le propre des guerres catalyseurs. Elles ne font pas que détruire, elles construisent, parfois dans des directions que personne n'avait anticipées. Et quelque part, dans les archives poussiéreuses de Saint-Pétersbourg, dans les cartes d'état-major de Vienne, dans les procès-verbaux du Congrès de Paris de 1856, dans les statistiques de Florence Nightingale, dans les vers de Tennyson et dans le béton du pont de l'Alma, la guerre de Crimée continue de vivre, ce conflit oublié a tout changé, et nous vivons encore dans le monde qui l'a façonné.